Chapitre 6. Yvain devient fou. Le vertige a pris Yvain, tout a basculé. Il est devenu fou. Il déchire ses vêtements. Il court à travers les champs, là où personne ne saurait le trouver. Près d'un enclos, un jeune garçon tient un arc et 5 flèches. Yvain les lui arrache sans même savoir ce qu'il fait. Dans la forêt, il se met à l'affût et il chasse. Il mange la chair crue des bêtes comme un sauvage. À force d'errer comme un fou dans la forêt, Yvain se retrouva devant une petite maison basse, une sorte de cabane appartenant à un ermite. L'homme était en train d'abattre des arbres. Voyant venir un homme tout nu, il comprit qu'il avait affaire à un fou enragé et courut s'enfermer dans sa pauvre maison. Par charité, il prit de son pain et de son eau et les posa à l'extérieur de son étroite fenêtre. Aussitôt, Yvain mordit le pain à pleines dents. C'était du pain aigre, tout moisi et sec comme une écorce. Mais Yvain avait tellement faim qu'il ne s'en aperçut même pas. Il aurait dévoré n'importe quoi. Il but aussi l'eau fraîche et repartit courir après les cerfs et les biches. L'ermite fit une prière à Dieu pour que ce forcené ne réapparaisse pas. Mais tel un animal qui revient d'instinct à l'endroit où il a été bien traité, Yvain, toujours aussi fou, retourna à la petite maison. Toutes les semaines, désormais, il déposait devant la porte une bête sauvage. L'ermite la préparait et la faisait cuire. Yvain le fou mangeait beaucoup de viande, sans sel ni poivre. Avec l'argent des pots de la bête, l'ermite achetait du pain d'orge et de seigle, si bien qu'Yvain avait toujours à sa disposition de la viande, du bon pain et de l'eau fraîche. Et les choses auraient pu continuer très longtemps si un jour, par hasard, sur leurs chevaux, une dame et ses 2 demoiselles n'étaient pas passées par là. L'une d'elles, chevauchant un peu à l'écart, aperçut Yvain endormi au milieu de la forêt. Elle descendit de cheval et se précipita vers cet homme nu. S'il avait porté ses beaux habits, elle l'aurait facilement reconnu car elle l'avait souvent vu. Mais comment mettre un nom sur ce corps tout nu endormi dans les bois ? À force de le regarder, elle remarqua une cicatrice exactement semblable, elle s'en souvenait soudain, à celle que messire Yvain portait au même endroit du visage. Messire Yvain! Que lui était-il arrivé pour qu'on le retrouve ainsi pauvre et nu comme un ver ? Elle fit le signe de croix, puis elle remonta à cheval sans le toucher. Arrivée près de sa dame, elle se mit à pleurer. « Madame, si vous saviez, je viens de rencontrer le plus grand chevalier du monde. Il est allongé tout nu dans les bois. Quel grand malheur a donc bien pu lui arriver? Quelle grande peine l'a mis dans cet état? Trop grande douleur peut rendre fou, et il est clair qu'il a perdu l'esprit. Ah, si Dieu seulement lui rendait la raison, peut-être accepterait-il de se mettre à votre service. Vous en auriez besoin, car le comte allié a envahi vos terres et vous fait la guerre. Messire Yvain, ce grand chevalier, vous rendrez votre honneur. »« Soyez sans crainte, répondit la dame. S'il ne s'enfuit pas, nous allons guérir sa rage et sa folie. Morgane la sage, qui connaissait les secrets des plantes, m'a donné autrefois une pommade capable de chasser de la tête la folie furieuse. Il faut faire vite. » Elles regagnèrent leur château. La dame enleva d'un coffret une boîte qu'elle tendit à sa demoiselle. « Retourne vite là-bas, dit-elle, et ne gaspille pas cette pommade précieuse. Il suffit juste de lui frictionner les tempes et le front. Prends aussi cette belle fourrure, cette tunique et ce manteau de soie. » La demoiselle partit sans tarder. Aux habits donnés par sa dame, elle avait pris soin d'ajouter du beau linge et des chausses élégantes. En plus du cheval qu'elle montait, elle tenait par la bride un superbe palefroid destiné au chevalier fou. Yvain dormait. Il n'avait pas bougé. Vite la demoiselle attacha ses chevaux, s'approcha du dormeur, le toucha de sa main hésitante. Puis elle enduisit de pommade le front et les tempes. Elle avait tant envie de voir le chevalier guérir qu'elle mit de la pommade sur tout le corps, si bien que la boîte se retrouva vide. Cette bonne friction, au beau soleil, chassa aussitôt du cerveau d'Yvain la folie et ses humeurs noires. La demoiselle s'était cachée et Yvain, en retrouvant la raison, se découvrit tout nu au milieu des grands chênes. Il vit que du linge neuf était posé auprès de lui et s'en vêtit, de peur qu'un ami ne le découvre dans cet état. Il regarda autour de lui. Personne.
Alors, il essaya de se mettre debout, mais la maladie l'avait trop épuisé. Il ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Sortie de sa cachette, la demoiselle monta à cheval et se mit à se promener au milieu des arbres en faisant comme si elle n'avait pas repéré le chevalier. Il l'appela. « Demoiselle, par ici, par ici !» Elle se dirigea vers lui en faisant l'étonner comme s'il ne l'avait jamais vu. « Que se passe-t-il donc, seigneur chevalier, pour que vous appeliez ainsi à l'aide ?»« Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas ce qui a bien pu m'arriver pour que je me retrouve en plein bois. Par Dieu, je vous prie de me donner ce palefroid qui vous appartient. »« Volontiers, sire, mais venez avec moi, là où je me rends. »« Où cela ?»« Dans un château, tout près d'ici. »« Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à le dire. »« Oui, répondit la demoiselle, mais vous n'êtes pas en belle forme. Il vous faudra au moins 15 jours de bon repos. » Chapitre 7. Yvain combat le Comtalier. Yvain eut bel accueil au château. Bien sûr, la dame se préoccupa de savoir ce qu'était devenue sa pommade. La demoiselle dit qu'en passant le pont, la boîte était tombée dans la rivière parce que son cheval avait trébuché. Elle-même avait failli tomber et se noyer. « C'est une grosse perte, dit la dame, car cette pommade était mon bien le plus précieux. Mais il faut se résigner, et surtout, maintenant, occupez-vous de ce chevalier. »« Madame, vous parlez vrai, avec ce chevalier vous gagnez le plus précieux de tous les biens. » Yvain avait besoin d'un grand décrassage. On le baigna, on lui lava la tête. Il fallut couper sa tignasse et sa barbe si touffue qu'on pouvait l'attraper à poignée. On lui fournit tout ce qu'il désirait, des armes et les meilleurs chevaux. Avec du repos, Yvain retrouva la santé et redevint le grand chevalier qu'il était. Un jour, le Comtalier se présenta sous les murs du château, entouré de ses hommes et de ses chevaliers. Il avait tout pillé et incendié sur son passage. Alors les gens du château se mirent en selle pour poursuivre les pillards. Mais ceux-ci n'avaient pas l'intention de s'enfuir. Ils avaient choisi un passage étroit pour tendre une embuscade. Monseigneur Yvain se jeta dans la mêlée. Il frappa son premier adversaire avec une telle rage que l'homme et le cheval culbutés ne firent plus au sol qu'un seul tas. Cœur éclaté, échine brisée, l'homme ne devait plus jamais se relever. Bien protégé derrière son bouclier, Yvain s'élança pour dégager le passage tenu par les pillards. Avant de pouvoir compter jusqu'à 4, il avait abattu 1, 2, 3, 4 chevaliers. Son exploit remplit ses compagnons de courage. Tous surent tenir leur place dans la mêlée. Du haut de la tour du château, la dame assista au combat. Elle vit les morts, les blessés. Elle vit Yvain se précipiter sur l'ennemi avec la rapidité du faucon fonçant sur sa proie. Il avait à peine brisé une lance contre un chevalier qu'il en réclamait déjà une autre. Et si la lance tardait, il l'attaquait à l'épée. Furieuse bataille. Même Roland, à Roncevaux, n'élimina pas autant d'ennemis que monseigneur Yvain ce jour-là. Il dominait tous les autres, il brillait comme la lune au milieu des étoiles. Les pillards furent mis en déroute. Yvain les poursuivit. Ses compagnons, abrités derrière ce preux chevalier, se sentaient mieux protégés que derrière une épaisse muraille. Ce jour-là, beaucoup d'hommes et de chevaux ennemis furent taillés en pièces. Talonné, acculé au pied d'une colline, le Comtalier dut rendre les armes. Yvain lui fit promettre de se constituer prisonnier de la dame et d'accepter la paix aux conditions qu'elle lui dicterait. L'honneur revint à monseigneur Yvain de ramener le prisonnier, et ce ne fut pas une mince joie dans le camp de la dame. Celle-ci était sortie du château à la tête d'une grande foule pour venir à leur rencontre. Monseigneur Yvain attrapa le prisonnier par la main et le remit donc à la dame, qui lui fit promettre par serment solennel de faire la paix avec elle, de réparer les dégâts et de refaire à neuf les maisons détruites. Alors monseigneur Yvain demanda congé à la dame. Elle ne lui aurait pas donné s'il avait eu l'intention de la prendre pour femme et amie. Mais personne ne pouvait retenir Yvain. Il partit seul, sans escorte, laissant derrière lui bien des regrets et beaucoup de peine dans le cœur de la dame à qui il avait causé tant de joie. Chapitre 8. Yvain vient au secours d'un lion. Monseigneur Yvain allait pensif à travers une forêt lorsque, soudain, retentit un grand cri de douleur. Il se dérouta aussitôt vers l'endroit d'où venait le cri. Au milieu d'une clairière, il aperçut un lion.
Un serpent cracheur de feu s'était accroché à sa queue et torturait l'échine du lion à coups de flammes ardentes. « À qui porter secours ?» se demanda Yvain. « Au lion, à coup sûr, car une créature venimeuse et félonne ne mérite pas qu'on lui fasse du bien. Or, le serpent est venimeux, et le feu lui sort de la bouche tellement l'intérieur de son corps est rempli de traîtrise. » Yvain décide donc de le tuer. Il dégaine son épée et s'avance vers la bête en se protégeant le visage avec son écu pour éviter les flammes vomies par la gueule large comme un chaudron. Et tant pis si le lion délivré décide ensuite de se retourner contre Yvain. Pour l'instant, sa pitié pour le lion le pousse à l'action. L'épée acérée bien en main, il attaque le serpent. Il coupe en deux la bête, tranche les deux tronçons tombés par terre, puis frappe et frappe pour réduire le serpent en petits morceaux. La tête reste encore accrochée. Yvain tranche un nouveau morceau de la queue du lion, mais juste ce qu'il faut. Yvain s'attendait à ce que le lion, délivré du serpent, passe à l'attaque, mais pas du tout. Écoutez donc ce que fit le noble animal. Il étendit ses pattes avant et inclina sa tête, puis se dressa sur ses pattes arrière pour s'agenouiller en signe d'humilité devant Yvain, le fils du roi Urien. Et toute sa face se mouillait de larmes d'humilité. Oui, le noble lion se faisait tout humble devant son bienfaiteur. Yvain essuya son épée souillée par le venin et reprit sa route. Le lion se mit à marcher à ses côtés, prêt à servir et à défendre celui qui l'avait sauvé. Il se mit à flairer le vent, à la recherche de gibier. Il sentit une piste, il s'arrêta en regardant son maître, car il ne voulait pas prendre sa place. Yvain comprit qu'il attendait un signe, alors il l'excita comme on le fait avec un chien de chasse. Et le lion renifla la trace du gibier. Il avait bon flair, car à une portée d'arc, un chevreuil broutait. Le lion le captura du premier coup et but son sang tout chaud. Puis il mit le chevreuil sur son échine et le rapporta à son maître. Il faisait presque nuit. Yvain décida de camper sur place. Il fit jaillir les étincelles à l'aide d'un silex et mit le feu à du bois sec. Il prépara le chevreuil, se tailla un bon morceau de viande qu'il mit à la broche. Il mangea la viande bien rôtie, mais le repas manquait d'agrément, car il n'y avait ni pain, ni vin, ni sel, et bien sûr pas de nappe ni de couteau. Le lion, à ses côtés, le regarda manger jusqu'à plus faim. Alors seulement il mangea tous les os et la carcasse que lui laissait son maître. Ensuite, monseigneur Yvain passa la nuit dans la forêt, la tête posée sur son écu. Pendant ce temps, le lion montait la garde et surveillait le cheval en train de paître l'herbe maigre qui poussait sous les arbres. Ils cheminèrent ensemble 15 jours, et le hasard les conduisit auprès de la fontaine au grand arbre. Le pin, le perron, la chapelle. Ce spectacle lui rappelle bien des choses et ravive sa douleur d'avoir, par sa faute, été rejeté par sa dame. Mais Sire Yvain a très peur d'être repris par la folie. La douleur est si vive qu'il tombe évanoui. Las. Dans la chute, son épée se retourne contre lui et perce les mailles d'acier du haubert à hauteur de la gorge. Le sang coule. Croyant que son maître était mort, le lion se tordit les pattes, se lacéra la peau à coups de griffes tout en rugissant de douleur. Il voulut mettre fin à ses jours. Avec ses dents, il retira l'épée du cou de son maître, la posa sur le tronc d'un arbre abattu et s'assura qu'elle ne bougerait pas quand il se précipiterait pour s'empaler sur la pointe. Il se préparait à se donner la mort en fonçant tout droit vers l'épée, tel un sanglier furieux, quand Yvain reprit ses esprits. Il retint alors l'élan du lion, lui évitant la mort de justesse. Revenu complètement à lui, Yvain fut repris par la douleur. Il était tout près du château de sa dame, et le fait de l'avoir perdu par sa faute l'obsédait. « J'avais promis de revenir. Comment ai-je pu laisser passer la date? Elle m'a rejeté et j'ai perdu joie et bonheur. J'ai causé mon malheur par ma faute. Que fait donc mon esprit dans ce corps qui souffre le martyre? Ce lion m'a montré l'exemple en voulant se tuer, parce qu'il me croyait mort. »